Bonjour à tous ou rebonjour, vous écoutez le 9e épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Donald Westlake. Donald Westlake, c'est un auteur états-unien, il est né en 1933 et mort en 2008. Alors c'est un auteur très prolifique, j'ai pas le compte exact, mais il a écrit plus d'une centaine de romans policiers au cours de sa carrière, qui a commencé en 1959 et qui s'est terminé à sa mort en 2008. Alors il a écrit beaucoup de romans et il a utilisé de nombreux pseudonymes au cours de toutes ces années. Alors je vais pas tous les citer, mais il a écrit notamment sous les noms d'Alan Marshall, Richard Stark, Edwin West, Tucker Coe et quelques autres, en plus des romans écrits sous son nom de naissance. Alors vous allez me dire justement pourquoi il a utilisé autant de pseudonymes différents. Eh bien parce que non seulement Donald Westlake écrivait beaucoup, mais en plus il écrivait dans des styles parfois très différents d'une fois à l'autre, même si c'était toujours des romans policiers. Par exemple, les romans qui mettent l'enquêteur tourmenté Mitch Tobin en avant, qui sont très axés sur le profil psychologique du personnage principal, ils étaient signés Tucker Coe, tandis que la série nerveuse et basée sur l'action pure qui raconte les aventures du cambrioleur Parker était écrite par Richard Stark. Et du coup, on a des romans très différents, qui sont dans des styles très différents et qui visent pas forcément toujours le même public. Donc c'est un peu du marketing, si vous voulez, ces choix de pseudonymes. Un pseudonyme, c'est un produit, en quelque sorte, et en multipliant les noms, on va cibler telle ou telle catégorie de lecteurs. En publiant sous le pseudonyme de Richard Stark, par exemple, l'auteur va dire « Ce livre est fait pour plaire aux fans des autres livres signés Richard Stark, mais il plaira pas forcément aux adeptes des œuvres signées Tucker Coe. » Bon, tout ça, je le précise parce qu'il y a beaucoup d'auteurs prolifiques qui travaillent de la sorte, et on croit parfois que les gens qui écrivent sous pseudonyme le font pour se cacher ou pour rester anonyme ou sans vraiment l'être. Bon, ça arrive aussi parfois, mais c'est loin d'être toujours le cas, et parfois, comme ici, c'est une simple décision d'ordre commercial. Alors je vais évidemment pas vous présenter toutes les œuvres de Westlake, ni même faire un panorama exhaustif de son travail, sinon on va y passer des heures, et puis ce matin vous m'avez déjà beaucoup entendu, et à force vous allez en avoir marre, mais je vais quand même vous présenter quelques-unes de ses œuvres les plus emblématiques selon moi. Alors je vais commencer par la série des Parker, qui a été écrite, comme je vous le disais, sous le pseudonyme de Richard Stark. Parker, c'est un cambrioleur professionnel, c'est l'anti-héros par excellence du coup. Le premier roman de la série, qui est paru en 1962, c'est The Hunter, traduit en français sous le titre Comme une fleur, et en fait ça devait être un one-shot, ça devait être un roman isolé, mais l'éditeur de Westlake lui a conseillé de changer la fin de son histoire afin de permettre au personnage de revenir dans de nouvelles aventures, et c'est ce qu'a fait Westlake. Ces romans, donc, ce sont des romans très, très nerveux, qui vont dans le vif du sujet, dans l'action pure, et qui laissent très peu de place à l'introspection et à l'émotion. Alors quand je parle d'action pure, on n'est pas non plus dans le thriller qui va à 200 à l'heure, non, là les personnages passent beaucoup de temps à échafauder des plans, à les mettre en œuvre, et le cas échéant, la plupart du temps, en fait, à réparer les éventuels dégâts. Il y a autant de place, si vous voulez, pour le suspense que pour l'action. Parker, donc, c'est ce cambrioleur dont on ne connaît que le nom de famille et qui est extrêmement professionnel. Il se méfie beaucoup, il se méfie de tout le monde, il travaille qu'avec des gens en qui il a vraiment confiance, et même s'il n'est pas violent gratuitement, il prend jamais de risques et il n'hésite pas à éliminer froidement tous ceux qui se mettraient en travers de son chemin. La structure des romans est également intéressante, presque tous les romans de la série commencent par le mot « when », ou en français « quand », par exemple. Le livre que j'ai là, « Quand l'horloge du tableau de bord afficha 2h40, Parker sortit de drugstore et roula sur la route, etc. » Donc, à chaque fois, les romans commencent par le mot « quand ». C'est une contrainte que l'auteur s'est fixée pour lancer immédiatement l'action sans prologue. Et les romans sont aussi découpés en 4 parties de longueur égale qui s'appellent toujours 1, 2, 3, 4. Les 2 premières sont racontées du point de vue de Parker, tandis que la 3e est racontée du point de vue des autres personnages. Et cette partie, elle permet de comprendre des choses que Parker et nous-mêmes n'avions pas comprises jusqu'alors, et ça permet d'anticiper la conclusion de l'histoire. Donc c'est une structure très efficace qui a fait ses preuves au cours de 24 romans, alors je les ai pas tous lus. Certains sont très difficiles à trouver en français, je pense qu'ils n'ont pas tous été traduits. Mais j'en ai lu beaucoup et j'ai jamais été déçu par un roman de la série des Parker. Alors si vous en trouvez un, n'importe lequel, en librairie ou ailleurs, n'hésitez pas à le lire. C'est pas du tout nécessaire de les lire dans l'ordre de parution. Il y a une autre série qui a été publiée sous le nom de Donald Westlake, cette fois, la série des Dortmunder. Et Dortmunder, c'est aussi un cambrioleur professionnel, mais si vous voulez, c'est un peu le pendant humoristique de Parker. C'est le Parker malchanceux. Parce qu'en fait, à la base, Westlake voulait écrire une nouvelle aventure de Parker, mais il n'y arrivait pas. C'était l'histoire d'une pierre précieuse que le héros volait à plusieurs reprises parce qu'il arrêtait pas de la perdre, il arrêtait pas de se la faire voler à son tour, il arrêtait pas de se faire doubler par un complice, etc. Et Westlake, il avait beau écrire et réécrire ses premiers chapitres, l'histoire en elle-même, elle était drôle, aux dépens du héros. Alors au bout d'un moment, il a pris la décision qui s'imposait. Ce serait pas une aventure de Parker, l'histoire était pas assez sérieuse pour son cambrioleur austère, ce serait l'aventure d'un nouveau héros, John Dortmunder, dans un nouveau style d'histoire.
Et finalement, Dortmunder vit un peu les mêmes aventures que Parker. Il recrute des complices, il élabore des plans, il les met à exécution. Sauf que pour lui, ça se passe jamais comme il voudrait. Et le héros, comme ses complices, ils vont vivre des aventures rocambolesques dans des romans avec beaucoup d'humour, très peu de violence et très peu de morts. Donc c'est à recommander aux fans de romans policiers, évidemment, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut recommander aux gens qui aiment pas plus que ça les romans policiers, mais qui veulent un divertissement facile à lire. Des Dortmunder, il y en a eu une quinzaine, et le premier, Pierre qui roule, donc, a été publié pour la première fois en 1970. Alors c'est assez facile de trouver les romans de la série, ils sont régulièrement réédités, notamment Pierre qui roule, le premier. Alors n'hésitez pas à le lire si vous êtes intéressé, sinon c'est pareil, c'est comme pour la série des Parker. L'ordre n'a pas d'importance, vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Alors ces deux séries sont les principales séries qui ont été écrites par Westlake, mais il a écrit plusieurs dizaines d'autres romans, je vous le disais, en général des romans isolés, sous son nom de naissance ou sous divers autres noms de plumes, mais je vais pas tous les évoquer parce qu'il y en a beaucoup trop et aussi parce que son travail malheureusement est un peu inégal. Et puis bon, je les ai pas tous lus. Mais je vais quand même vous parler de mes deux préférés qui sont à mon avis emblématiques du reste de son travail. Le premier, c'est Le Couperet. Le Couperet qui est tenu par certains pour le chef-d'œuvre de Westlake, et je suis un peu de leur avis, si tant est qu'on puisse trouver un roman un peu meilleur que les autres au milieu d'une telle diversité, parce que comparer Le Couperet et un Dortmunder, c'est un peu comparer des choux et des carottes, mais peu importe, Le Couperet, c'est un excellent livre. C'est un roman qui est paru en 1997, c'est une œuvre extrêmement sombre sur le monde du travail. C'est l'histoire d'un homme, Burke Devore, qui est cadre dans une papeterie et qui se voit licencié pour raisons économiques après une vingtaine d'années de bons et loyaux services. Donc il doit trouver un nouvel emploi dans sa branche, mais c'est la crise et les perspectives sont peu favorables. Il y a très peu de postes disponibles et beaucoup de gens comme lui qui se battent pour ces quelques emplois. Et désespéré par la situation, il arrive à la conclusion que la meilleure solution pour lui, c'est d'éliminer la concurrence, c'est-à-dire d'éliminer tous les gens qui sont aussi qualifiés que lui. Alors il décide de passer une fausse petite annonce dans un journal, il se fait passer pour un recruteur qui recherche un employé qui aurait le même profil que lui, et il décide d'assassiner tous les gens qui répondent à l'annonce. Donc c'est un roman sombre, évidemment, très prenant, c'est difficile de le lâcher, vraiment jusqu'à la dernière page. Alors ce roman, Le Couperet, il est assez facile à trouver, il a été réédité récemment il me semble, donc si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Et un autre roman de Westlake que j'apprécie beaucoup, enfin, c'est Aztèque dansant. Alors cette fois c'est dans un style diamétralement opposé, ici on est encore plus dans le rocambolesque et dans l'humour que dans les aventures de Dortmunder. Aztèque dansant, c'est l'histoire d'une statuette en or massif qui était conservée dans un obscur pays d'Amérique latine, le Descalzo, une dictature militaire quelconque, et des escrocs du pays ont décidé de faire sortir la statuette du pays en la mélangeant au milieu de copies faites en plâtre et qui sont destinées à la vente à l'export. Le problème, c'est qu'évidemment, l'original, celle qui est en or, est finie par être perdue au milieu des contrefaçons et tout le monde essaie de la retrouver, un nombre incroyable de personnages, tous plus caricaturaux et hauts en couleur les uns que les autres, vont partir à la recherche de l'original. Voilà, donc c'est un roman qui est très drôle, c'est totalement invraisemblable, ça part dans tous les sens, des fois c'est un peu difficile à suivre, mais c'est sans doute le roman policier le plus drôle que j'ai jamais lu, donc je le recommande aussi, Aztèque dansant, toujours sous le nom de Donald Westlake. Voilà, donc chez Donald Westlake, il y en a vraiment pour tous les goûts, il a écrit énormément de romans, comme je vous le disais, tous n'ont pas été traduits en français, parmi ceux qui l'ont été, certains sont plus édités depuis belle lurette et sont difficiles à trouver, et parmi ceux qui sont régulièrement réédités ou qui sont nouvellement édités à l'heure actuelle, principalement chez Rivage, honnêtement, il y a à boire et à manger. Westlake n'a pas écrit que des chefs-d'œuvre, loin de là, et certaines de ses œuvres qui sont actuellement rééditées, à mon avis, gagneraient à ne pas l'être. Alors je ne vais pas vous donner des titres, il y en a plusieurs, mais si vous voulez être sûr de lire de bons textes de Westlake, je vous rappelle les titres des œuvres dont je vous ai parlé, Le Couperet, Aztèque dansant, toute la série des Dortmunder, et sous le nom de Richard Stark, toute la série des Parker. Si vous en trouvez d'autres, vous pouvez toujours vous laisser tenter, vous avez toutes les chances de tomber sur un bon roman, la plupart sont excellents, mais je vous promets rien. Alors, avant qu'on se quitte, je vais vous lire justement un extrait, une page d'un roman de Richard Stark, donc de la série des Parker, qui s'appelle Flashfire. Quand l'horloge du tableau de bord afficha 2h40, Parker sortit du parking du drugstore et roula sur la route ensoleillée jusqu'à l'épicerie générale station-service. Il s'arrêta près des pompes à essence, pas un client à part lui, actionna l'ouverture automatique du coffre et descendit de voiture. Une belle journée de juillet, température juste inférieure à 25 degrés, ville moyenne à moins de 300 km d'Omaha, quelques rares véhicules passant dans les deux sens. À une douzaine de blocs de là, Melander, Carlson et Ross devaient pénétrer dans la banque. La voiture, une Honda Accord gris foncé facilement oubliable, avala 45 litres d'essence.
Les gants en caoutchouc blanc translucide qu'il portait pour faire le plein ressemblaient à une peau claire. Quand il eut terminé, il revissa le bouchon du réservoir et ouvrit le coffre où se trouvaient de vieux chiffons, une bouteille vide de bourbon Jim Beam contenant 1,75 litres. Il la remplit d'essence, fourra un des chiffons dans le goulot, y mit le feu à l'aide d'un briquet Zippo, leva le bras et balança le tout à travers la vitrine de l'épicerie. Puis il remonta dans la Honda et s'éloigna en respectant la limite de vitesse. Voilà donc un bref extrait de Flash Fire de Richard Stark. C'était la crème du crime, merci d'avoir écouté cette chronique. La prochaine fois, je vous parlerai de Gilbert Keith Chesterton. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.